Je vous propose de commencer et d'entrer dans le vif du sujet avec cette première table ronde. Alors, qu'est-ce que l'éducation au goût ? En quoi est-ce différent de l'éducation nutritionnelle, de l'éducation à la santé ? Est-ce que c'est un apprentissage comme les autres ? Quels sont les enjeux ? Et quel rôle l'institution scolaire peut-elle jouer dans cette dynamique ? Alors, telles sont les questions que nous allons nous poser au cours de cette première table ronde introductive qui aura pour but donc de poser, de préciser quels sont les sujets et les enjeux qui vont nous réunir pendant 2 jours. Et pour ça, nous allons accueillir quatre intervenants de qualité que je remercie d'avoir accepté de se joindre à nous. Donc tout d'abord, Natacha Polony, vous êtes journaliste, vous êtes présidente de l'Institut du goût. Sylvie Delaroche-Houot, vous êtes chargée de projet à l'Association nationale pour l'éducation au goût des jeunes. Sébastien Brun, vous êtes chef cuisinier au collège de Réfléchoir à Bléré, donc en Indre-et-Loire. Et Richard Ramos, vous êtes député du Loiret. Et par ailleurs, vous êtes un ancien chroniqueur gastronomique sur France 3 Val-de-Loire, dans lequel vous mettiez notamment en avant les produits de la région. Et puis juste un mot pour me présenter. Donc mon nom est Thibaut de Saint-Paul, je suis sociologue. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur l'alimentation, sur la jeunesse. Et je suis par ailleurs directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est le service en charge des études, des recherches, des évaluations sur tout ce qui est jeunesse, vie associative et sport. Et donc nous sommes ravis d'être partenaires de cette 15e édition des rencontres François Rabelais. Alors pour commencer, je vais me tourner vers vous, Madame Polony, et vous poser une question qui peut sembler simple, mais qui est en même temps essentielle. Qu'est-ce que l'éducation au goût ? On entend parler beaucoup par ailleurs d'éducation nutritionnelle, d'éducation à la santé. Donc en quoi est-ce que c'est différent ? Et puis quel rôle joue l'Institut du goût dans cette dynamique ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci d'avoir organisé cette rencontre qui, je pense, est absolument essentielle. Nous le voyons tous aujourd'hui, c'est les questions de nutrition, d'alimentation et de goût, surtout, n'ont intéressé personne pendant très très longtemps. C'est ce que disaient les intervenants précédents. C'est-à-dire que ces questions-là étaient restées totalement oublié parce qu'il semblait absolument accessoire de savoir exactement comment nous nous nourrissions et comment chacun pouvait préserver sa liberté de se nourrir. Et c'est pour ça que je voudrais commencer d'abord par cette petite mise au point, c'est-à-dire que l'éducation au goût, pour bien comprendre en quoi elle est absolument essentielle, il faut se reporter à un concept qui semble un petit peu lointain, un concept marxiste, celui d'aliénation. Qu'est-ce que c'est que l'aliénation ? C'est le fait d'être étranger à soi-même, le fait d'être morcelé par les tâches qui nous sont imposées. Or, si Karl Marx décrivait l'aliénation des prolétaires, des ouvriers au XIXe siècle, il ne pouvait pas prévoir que nos sociétés aujourd'hui produiraient la pire aliénation qui soit, c'est-à-dire le morcellement de l'individu dans sa capacité même à se nourrir, c'est-à-dire dans ce qui le constitue le plus profondément. Parce que c'est ça que produisent les sociétés industrielles et consuméristes qui sont les nôtres, c'est-à-dire à travers la confiscation de l'acte de se nourrir par l'agro-industrie et la publicité, et donc le fait que les individus ne sont absolument plus autonomes, ne maîtrisent plus leur façon de se nourrir, et d'ailleurs ne cherchent même plus à le faire. Pourquoi ? Parce que l'urbanisation, les modes de vie font que nous sommes incités à tout simplement nous remplir de calories, au lieu de, par notre alimentation, de créer ce que Jacques Puiset appelle un vécu, c'est-à-dire une expérience sensorielle qui s'inscrit dans la mémoire et qui permet ensuite de communiquer avec le monde. L'éducation au goût, elle touche à cette question fondamentale et qui est en fait quasiment une question démocratique. D'abord, c'est une question d'égalité. On voit bien que ce sont les plus pauvres qui aujourd'hui subissent le plus ce système. Ce sont les plus pauvres qui aujourd'hui sont touchés par des maladies chroniques qui en fait résultent du fait que l'alimentation n'est plus le fruit d'une autonomie individuelle. Et puis surtout, pendant des décennies, on nous a vendu ce système comme étant au profit des plus pauvres. C'était une question de pouvoir d'achat. Il fallait que tout le monde puisse se nourrir pour
peu cher. Et de grands philanthropes nous expliquaient qu'ils produisaient ce système absolument aberrant qui ruinait des producteurs parce qu'il s'agissait d'offrir aux plus pauvres la possibilité donc d'avoir accès aux mêmes produits que les autres. C'est une question d'égalité, mais c'est aussi une question de liberté, je le disais. Peut-on considérer qu'il y a de la liberté dans un système où le neuromarketing s'appuie sur les pulsions des individus pour les inciter à acheter tel ou tel produit? Et le neuromarketing cible en particulier les enfants, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'ils sont la cible principale de ce qui va permettre ensuite à tout le système de se reproduire. D'où le fait que l'éducation au goût s'adresse avant tout à l'individu en devenir, c'est-à-dire celui qui justement est en train de se créer cette mémoire sensorielle. Parce que l'enfant se construit à travers les 5 sens. Un petit être humain, quand il vient au monde, n'a que ses sens pour communiquer avec le reste du monde, et c'est à partir de là qu'il va développer son intelligence. Or, en effet, nous sommes dans un monde qui valorise les sens de la distance, l'ouïe et la vue, au détriment des sens les plus intimes, ceux de la proximité, le goût, le toucher et l'odorat. Et une éducation au goût, c'est en fait la possibilité de reconstruire ce processus qui fait que l'individu, à travers tous ses sens déployés, va se construire cette masse de connaissance du monde qui ensuite deviendra son intelligence. C'est pour cela que cette éducation doit avant tout permettre de transformer cette expérience en quelque chose qui sera durable, qui sera perpétué par quoi? Par le langage, c'est-à-dire la transformation de ce vécu en parole, en langage qui racontera, qui dira les sensations, va permettre de les inscrire dans la mémoire et de les rendre transposables, de les rendre partageables. C'est pour cela qu'une éducation au goût est aussi une éducation au verbe. D'où l'importance de construire une pédagogie, et je pense que Jacques Puiset vous en parlera tout à l'heure, qui s'appuie sur les mots, la capacité à dire. Un simple exemple pour illustrer ce que je vous dis, j'ai enseigné pendant 9 ans dans le supérieur, j'enseignais la culture générale, et tous les ans, je demandais à mes étudiants de me décrire simplement un pain au chocolat selon les 5 sens. Je partais du principe qu'ils avaient tous goûté un jour un pain au chocolat. Donc je leur disais en quelques lignes, voilà, vous me racontez, vous me décrivez ce pain au chocolat. Eh bien, des jeunes gens de 18 ans en étaient incapables. C'était extrêmement compliqué pour eux. En général, j'avais 3 lignes, 5 au maximum. C'est rectangulaire, doré, croustillant. Et sur 30 étudiants, en général, il y en avait 5 ou 6 qui m'écrivaient « Il est croustillant avec un cœur fondant au chocolat ». Cœur fondant au chocolat, expression, enfin slogan publicitaire qu'ils avaient dû entendre. Ce qui signifie que ce pain au chocolat qu'ils mangeaient assez souvent, pour les plus favorisés d'entre eux, on en revient à la question de la précarité étudiante, mais en tout cas, ils avaient tous goûté ce pain au chocolat, mais en fait non, justement, ils ne l'avaient pas goûté, ils l'avaient avalé. Ils l'avaient avalé et à aucun moment ce pain au chocolat ne les avait pénétrés. Et pire que ça, non seulement ils n'avaient pas perçu leurs sensations, ils n'en étaient pas les maîtres, mais en plus les mots qu'ils mettaient dessus étaient des mots qui leur étaient dictés par le système publicitaire. Ça résume à peu près la façon dont nous, tous, collectivement, nous acceptons ce système qui, finalement, nous enlève la propriété, l'intimité de nos sensations. Et le principe, donc, d'une éducation au goût, c'est justement de rendre cette autonomie sans laquelle un individu ne peut pas se construire, sans laquelle il n'est pas véritablement libre. C'est pour ça que j'insistais sur cet enjeu démocratique. Et l'Institut français du goût a été fondé par Jacques Puiset en 1975, à une époque où tout le monde se contrefichait de ces questions-là. Justement parce qu'il a eu l'intuition que ce qui était en train de se produire à travers l'industrialisation des modes de production, c'était cette aliénation profonde et qu'il fallait absolument s'adresser à l'enfant, c'est-à-dire à cette
ce citoyen en devenir, ce futur citoyen, pour lui donner la possibilité justement d'être pleinement lui-même. Et c'est pour cela que dès 1975, il a conçu une pédagogie, il vous en parlera, une pédagogie qui s'adresse à des enfants qui ont déjà le langage, qui peuvent déjà nommer, et qui va leur permettre non pas justement de faire de l'alimentation, de la nutrition, non pas de savoir qu'il y a tant de calories et qu'il faut faire attention à bien respecter les protéines, non, leur redonner ce qui leur appartient en propre, c'est-à-dire leur capacité à goûter et à nommer, parce que le principe, c'est qu'ensuite, ils seront libres de choisir exactement la façon dont ils vont se nourrir. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais voilà, simplement, je voulais insister en préambule sur cette idée que nous avons là le fondement d'une société libre, véritablement libre. Il n'y a pas d'individu qui soit un véritable citoyen s'il n'est pas maître de cette question-là, s'il ne sait pas qu'en se nourrissant, il choisit l'ensemble d'un système, il détermine exactement dans quelle société il veut vivre. Merci beaucoup. On voit bien au travers de vos propos la dimension engagée de l'éducation au goût et le fait qu'au travers de ce sujet qui pourrait sembler anecdotique, mineur, se jouent énormément de choses au cœur de notre société, de ses tensions, des relations entre les gens et de la construction des différents individus. Je vais me tourner vers vous, Madame Delaroche-Houault, je rappelle de l'Association nationale pour l'éducation au goût des jeunes. Alors, est-ce que vous partagez cette vision de l'éducation au goût? On l'a vu très engagée, très politique. Est-ce que pour vous l'éducation au goût c'est un apprentissage comme les autres? Et puis concrètement, comment votre association met en œuvre ces démarches sur le terrain, notamment dans les temps périscolaires? Alors, bonjour à tous, merci de votre accueil pour la journée, enfin les 2 journées à venir. Alors, donc l'Association nationale pour l'éducation au goût est une association qui a été créée en 2012, impulsée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et par Vitagora, un pôle de compétitivité goût, nutrition, santé. Elle a été cofondée avec 4 associations sur le territoire national. Ses missions sont de développer, de rassembler les acteurs de l'éducation au goût sur le territoire national, de les faire monter en compétences et également de faire connaître et reconnaître l'éducation au goût comme une activité à part entière qui est complémentaire à l'éducation nutritionnelle et intégrée dans l'éducation à l'alimentation. Donc effectivement, de par notre mission de faire connaître et reconnaître l'éducation au goût, on a cette mission militante où effectivement nous partageons l'idée que l'éducation au goût qui permet de mobiliser le corps et le cœur de chaque mangeur par le biais de sa sensorialité va permettre de lui offrir le choix, des choix, et de lui offrir cette liberté de choix tout au long de sa vie. Elle débute très tôt, donc est-ce que c'est une éducation comme toutes les autres? Oui et non, parce que non, parce qu'elle débute très tôt. Elle débute dès le tout petit dans le ventre de la maman, puisque on sait maintenant qu'il perçoit des arômes par le biais du liquide amniotique, qui est lié, les arômes teintés de l'alimentation de la maman. On sait ensuite que ça continue par, s'il a la possibilité d'avoir l'allaitement, le lait maternel, qui lui-même est teinté des arômes. Et puis ensuite, ça va continuer par la diversification et tout ce qu'il va mettre en place pour ouvrir son répertoire alimentaire et s'inscrire dans une culture individuelle et collective, culture alimentaire collective qui est très liée au groupe social auquel il appartient. Et puis oui, c'est aussi une activité, enfin une éducation comme les autres, puisque en tant qu'omnivore, on a l'obligation d'ouvrir notre répertoire alimentaire. Et si nous ne sommes pas équipés pour pouvoir l'ouvrir de manière innée, on est programmé pour rejeter tout ce qui est nouveau en termes d'alimentation. Donc on ne va pas naturellement ouvrir ce répertoire alimentaire. Donc c'est très important en tant qu'éducateur
et nous sommes tous éducateurs et les parents en premier, d'amener vers cette diversification, de faire toucher du doigt, de faire comprendre toutes les caractéristiques sensorielles d'un aliment pour créer, comme vous disiez Madame Polony, tout un tas d'imaginaires, tout un tas d'expériences antérieures qui sont liées à cette rencontre du mangeur avec ses caractéristiques sensorielles de l'aliment, qui va pouvoir mobiliser quand il sera face à un nouvel aliment, et on espère que toutes ces expériences antérieures, elles seront bien évidemment positives. Merci. Du coup, je vais me tourner vers Monsieur Sébastien Brun. Je rappelle que vous êtes chef cuisinier. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle, selon vous, l'institution scolaire, le collège, dans votre cas, peut jouer dans cette dynamique? Et puis, comment concrètement, vous mettez en place ces démarches dans votre activité, dans votre collège, au quotidien? Bonjour à tous. Pour moi, l'éveil du goût, c'est un rôle majeur. C'est un rôle majeur pour les enfants, pour leur futur. Car c'est eux qui vont acheter plus tard et qui vont garder la mémoire du goût, de ce qu'on leur a présenté. Donc autant leur présenter des bons produits, des produits les plus sains. Donc voilà pourquoi j'essaye d'éveiller les enfants au goût, mais à chaque fois c'est sur un mode un peu ludique. En présentation de certains produits qui sont un peu atypiques, ou alors tous les jours en présentation des produits bruts avant de leur montrer en poêlée de légumes, des fois des produits simples mais qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a le visuel, il y a le goût, il y a tout qui... Enfin, il faut leur montrer vraiment quels sont nos produits qu'on a en Touraine. Voilà. Tout à fait. Et puis pour faire le lien avec ce qui était dit à l'instant, moi ce qui m'a frappé quand on a échangé pour préparer cette table ronde, c'est à la fois votre passion et puis l'enjeu, le lien avec les autres sens. C'est-à-dire que vous disiez, il faut raconter une histoire. Exactement. Enfin, quand je vais voir les éleveurs, les producteurs, à chaque fois c'est des gens passionnés comme moi de la cuisine. Donc quand on va chercher un morceau de viande chez un éleveur et qui nous raconte qu'il aime ses animaux, on traite la viande différemment quand on la cuit. Et puis là j'ai fait un menu par exemple Renaissance, et aux enfants je leur ai montré une soupe de cailloux. Donc je leur ai expliqué ce que c'était la soupe de cailloux, avec le caillou à quoi ça servait. Ils pensaient que c'était une blague, mais non. Au Moyen-Âge, on mettait un caillou, ça montait avec l'ébullition dans le chaudron, ça écrasait les légumes. Enfin voilà, les enfants nous écoutent et du coup ils prennent la soupe. Donc c'était une soupe à base de cresson, de choux qu'ils n'auraient peut-être pas forcément goûté, mais ils nous écoutent et en fin de compte quand ils nous écoutent, ils regardent le produit et ils ont envie de l'apprendre. Si on ne leur parle pas, si on ne les écoute pas, si on les sert comme sans prendre attention à eux, en fin de compte, il n'y a plus de lien. Il faut déjà les respecter et puis c'est des clients. Voilà. Donc on voit bien que selon vous, l'école, elle a un rôle central à jouer dans cette dynamique-là, et en particulier dans ce qu'on sert dans la restauration collective, à la cantine, aux jeunes. Il faut éduquer les enfants. Moi j'ai des amis qui ne mangent plus de gras sur la viande, plus d'épinards, parce qu'à l'école, dans les cantines, il y a très longtemps, on les avait forcés, et du coup c'est fini à vie. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire pour qu'eux puissent acheter et consommer. Et autour du collège, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a des éleveurs, des producteurs de lait, on a nos miels, on a notre miel au collège, donc on fait des gâteaux avec le miel, on explique le travail des abeilles, donc à chaque fois on raconte une histoire, peu importe l'éleveur ou le produit, mais à chaque fois qu'une histoire, ils sont attentifs. D'accord. Merci beaucoup. Alors on vient de parler de l'éducation nationale. Je vais me tourner vers Richard Ramos. Donc je rappelle que vous êtes député. Alors au-delà de l'éducation nationale, quel rôle les pouvoirs publics peuvent-ils jouer dans cette dynamique? Quels sont les leviers mobilisables, éventuellement les freins? Et puis vous pouvez peut-être nous dire un mot des états généraux de l'alimentation et la place qu'ils ont pu jouer ou non dans cette dynamique. Oui, d'abord pour dire que le thème qui est choisi, qui est celui du goût, c'est celui qui a été oublié dans les états généraux de l'alimentation. On était très peu nombreux à parler du goût, et donc bravo pour ce thème-là, parce que c'est vraiment essentiel. Moi, j'avais une petite chronique gastronomique sur France 3, j'ai eu pendant 17 ans des journaux pour enfants. On distribuait entre 300 000 et 800 000 exemplaires par mois pendant 17 ans, qui s'appelle Feuille de chou, pour apprendre aux enfants à bien manger. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est un combat. C'est-à-dire qu'on ne s'y trompe pas. On peut, au sein de l'éducation nationale, qui est le terreau de ce qu'a donné, Madame Polony l'a dit, l'essence même aux enfants à cet éveil-là, plein de gens autour de nous ne veulent pas que ce combat-là se gagne. C'est-à-dire, vous avez vu, il y a quelques jours, j'ai fait un amendement sur le sel nitrité. C'est en train de prendre le feu aux poudres, mais la ministre m'expliquait qu'elle avait la science. Moi, je lui disais que j'avais la conscience. J'ai distribué 600 camemberts au lait cru, parce que je crois qu'il ne faut pas mettre dans les AOP
du lait pasteurisé, parce que le lait cru, c'est un morceau de goût, c'est un morceau de terroir de France. Je pense que dans quelques jours, je déposerai un amendement sur les levures aromatiques dans le vin, parce qu'on est en train de masquer des choses. Et donc, ce combat qui est mené par tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est un vrai combat. Et quand j'ai déposé quelques amendements sur le sujet, je sais qu'ils ont payé 160 000 € en 4 jours, les lobbyistes, pour déployer, je dirais, le fait que mon amendement qui était passé en commission tombe dans l'hémicycle. Et donc, qu'on ne s'y trompe pas, c'est pas un confort de la pensée, le goût. C'est un combat qui s'ouvre et que certains, M. Puiset, vous avez ouvert il y a bien longtemps. Et donc, je pense que le goût est quelque chose de très particulier. Le goût, c'est pas non plus quelque chose de subjectif, j'aime, j'aime pas. On a des très grands chroniqueurs de gastronomie qui sont mes exemples dans la salle. Je pense à Perico. Si vous avez une bête, un bœuf qui n'a pas de gras, vous ne pourrez pas le faire maturer. À la fin, il n'aura pas de goût. Et donc, le goût, il commence à la production. Si vous faites des salades hors sol en hydroponie et que vous les gonflez de flotte, à la fin, elles n'auront pas de goût. Et donc, le goût, c'est sur l'ensemble de la chaîne. Là, on parle du producteur et le transformateur. Toutes ces poudres de perlimpinpin, tous ces additifs industriels qui sont là exclusivement pour masquer le goût. Et je vais vous dire, moi, je suis un peu devenu une chronique gastronomique par hasard. Je suis devenu un peu député par hasard. C'est comme ça, on n'y peut rien. Je pense qu'il y en a, ça les arrangerait que je ne sois pas. Je pense que ce qui m'a le plus choqué, je venais juste d'être élu député, je reçois le groupe Lactalis dans mon bureau. Déjà, ils étaient deux. Il y en a un à l'Assemblée nationale. Hein, donc vous imaginez que ma collaboratrice a pris le nom, le pédigré, pour qu'il rentre. Il y en a un, je lui demande son nom. Il me dit, mais chez Lactalis, on ne donne pas notre nom. Moi, attendez, je suis un autodidacte, hein, j'ai que mon bac. Donc j'apprends, je dis, c'est bizarre quand même, c'est une culture de ne pas donner son nom quand on dit bonjour aux gens. Moi, ma mère, elle ne m'a pas appris ça. Et puis après, le plus malin, leur dire comme là, qu'on voit partout, il m'explique que je vais tuer l'industrie agroalimentaire. Moi, Richard Ramos, député de Failly-aux-Loges, dans l'opposition municipale, dans un village de 3000 habitants. Et je lui dis, mais comment ça, je vais tuer l'industrie agroalimentaire? Eh bien, il dit, voyez, vous voulez toujours avoir un goût particulier sur un territoire. Ben, mais vous allez tuer parce que nous, il faut uniformiser le goût. Parce que quand on uniformise le goût, M. Ramos, on uniformise les coûts. Je vous dis, ça faisait 15 jours que je venais d'être élu. Ça m'a marqué. En fait, le combat, il est là, il est des gens qui veulent gagner du fric. Je veux dire, et donc pour faire du fric, ils sont vraiment prêts à tout. Alors aujourd'hui, j'étais il y a quelques jours à l'Igérien, c'était hier et avant-hier à l'Open Agri-Food. Je les écoute bien, puis il y avait un truc alternatif. Ils sont bien compris que le consommateur va les obliger à bouger. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on est passé de la logique de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'après-guerre, on mettait un coup de fourche, il y avait toujours une fourchette pour manger du moment qu'on avait produit un peu n'importe comment, mais à pas cher. Aujourd'hui, cette fourche à la fourchette, c'est la fourchette à la fourche. C'est la fourchette qui décidera les productions. Et je vous le dis, que ce soit la grande distribution ou les grands industriels, ont compris ça. Et donc, ils vont vouloir capter à ceux qui sont les vrais fabricants du goût, cette économie-là, cette valeur ajoutée qui est en train de réclamer, notamment par les plus jeunes. Et donc, ne nous laissons pas faire. Continuons le combat, parce que je pense que ce que disait Mme Polony, ce que vous faites aujourd'hui là, c'est un vrai combat qui s'annonce. L'éducation nationale, je le dis, n'a pas été beaucoup présente aux États généraux de l'alimentation dans les ateliers. Je l'ai regretté. Et donc, je discutais avec Régis Marcon, auquel on voudrait encourager les classes vertes du goût, et avec Régis, et également des Erasmus du goût pour les étudiants. Je pense que, attention non plus, et je le dis avec bienveillance, ne pas mettre le goût que dans l'éducation nationale. La restauration scolaire, c'est 144 repas par an. Ça veut dire que tout ça doit être transverse. C'est-à-dire que par tous les bouts, il faut le prendre. Et évidemment que l'éducation nationale, celle qui éduque nos enfants, doit être, je dirais, le squelette de cette affaire-là. Merci. Alors,
Effectivement, hein, c'est pas l'enjeu du tout ici de mettre l'éducation au goût seulement dans l'éducation nationale. D'ailleurs, il y a de nombreux ateliers cet après-midi et je vous encourage tous à venir, puisque j'ai le micro, à l'atelier numéro 7 qui abordera le rôle de la famille dans ces dimensions-là. Vous souhaitiez réagir, Madame Polony ? Oui, je voulais poursuivre la réflexion. Pourquoi l'éducation nationale doit-elle jouer un rôle ? Tout simplement parce que l'éducation nationale doit jouer un rôle dans l'émancipation des individus. Quand Condorcet écrit ses 5 mémoires sur l'instruction publique et qu'il explique que la puissance publique doit l'instruction au peuple, il y a là l'idée qu'il faut faire en sorte que chaque citoyen ne dépende pas d'autrui pour son jugement. Et hélas, nous avons conçu cette éducation uniquement sur le plan intellectuel, mais tout simplement parce que le reste n'était pas nécessaire. Les programmes scolaires que nous perpétuons ont été pensés à un moment où les enfants naissaient dans un environnement rural, où ils avaient une connaissance quasi intuitive de certaines choses. Ils savaient ce que c'était que du lait, ils savaient que ça sortait du pis de la vache. Aujourd'hui, quand vous faites des études auprès des enfants de milieux urbains, vous vous apercevez que vous en avez une proportion hallucinante qui ne sait même pas que le lait sort du pis de la vache. Vous avez, ce sont les dernières études, 80% des enfants qui ne savent pas reconnaître une aubergine, qui ne savent pas que le jambon vient du cochon. Donc tout cela qui était un acquis autrefois est à réapprendre. Et pourquoi c'est à l'éducation nationale de le faire ? Tout simplement parce que, hélas, le système fait que les familles aujourd'hui ne peuvent plus le faire elles-mêmes. Alors, à l'Institut du goût, par exemple, nous avons lancé un programme Goût en famille, justement, une expérimentation. Ça s'est fait notamment là très récemment en Guadeloupe, où on voit que quand on travaille avec la famille, les résultats sont là, c'est-à-dire qu'on change les habitudes, mais l'éducation nationale a un rôle. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire, ça relève de la laïcité au sens large. Quand M. Amos parle des lobbies qui viennent le voir. Et en effet, là, on se situe au niveau de la chaîne de production et pas au niveau du consommateur. Eh bien, ces lobbies, ce sont tout simplement des intérêts particuliers qui essayent de s'approprier le bien commun. Donc, il existe un principe républicain qui empêche cela, c'est la laïcité. Et l'éducation nationale est le lieu de fondation de la laïcité, dans le sens où, à travers la liberté des individus, la construction de cette liberté des individus, l'éducation nationale permet que ces intérêts particuliers ne puissent pas agir. Donc, plutôt que de se situer du côté de la chaîne de production, ce qui est le rôle en effet d'un député, l'éducation nationale va s'intéresser aux consommateurs, aux futurs consommateurs, ou plutôt, justement, son rôle va être de ne pas fabriquer des consommateurs, mais des citoyens, c'est-à-dire des hommes libres. Et ça peut se faire par des pédagogies qui vont essayer de réparer ce qui a été abîmé, c'est-à-dire ce lien entre l'enfant et le milieu naturel. Il faut reconstruire cela, et ça passe, oui, vous le disiez, par le fait de raconter des histoires, mais en fait, c'est peut-être plus de faire en sorte que l'enfant comprenne que c'est l'aliment qui lui raconte quelque chose. C'est la pomme qui lui raconte quelque chose. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on va apprendre, parce que l'éducation au goût, c'est pas d'apprendre à décrypter un plat. L'éducation au goût, c'est en effet de présenter des produits qui ont une histoire, des produits qui sont le fruit d'une géographie, qui sont le fruit d'un travail humain. Et cet enfant, voilà, et de métier, bien sûr, et cet enfant qui va se retrouver face à cette pomme, s'il donne de son temps pour goûter la pomme, pour la regarder, pour l'entendre, il va comprendre qu'il a, par exemple, une pomme face à lui qui est cireuse, qui est lisse, qui est vert vif. Quand il va la croquer, elle sera acide, elle sera croquante. Ou alors peut-être il aura une pomme qui sera un peu marron, terreuse, farineuse, grumeleuse. La chair s'écrase quand il goûte, ce sera plus sucré, ce sera moins acide. Et là, il va comprendre que cette pomme a beaucoup de choses à lui dire. Et du coup, quand il se retrouvera face à une pomme infecte, eh bien, il n'en aura pas envie, tout simplement. Et quand ça s'est fait, par exemple, avec le pain, pendant des années, on a mangé du pain absolument ignoble en France, ignoble. Il y a eu un travail des pouvoirs publics à travers le décret pain de 1993 pour essayer, qui a sauvé en partie les choses. C'est en train de régresser à nouveau, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau une offensive des industriels du pain pour vendre du pain absolument infect. Mais si on s'adresse à des générations qui n'ont jamais goûté du pain,
qui n'ont jamais expérimenté ce que c'est que le craquant de la croûte, le moelleux de la mie, la différence au nez qu'il y a entre la sole, la croûte et la mie. S'ils n'ont jamais expérimenté ça, mais ils avaleront du pain ignoble. Et ça ne les dérangera pas. C'est-à-dire qu'on fait des gens qui sont mutilés. Donc le rôle de l'éducation au goût à l'école, c'est de pallier les impossibilités des familles qui parfois n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont pas de quoi, ne savent pas, et surtout qui sont victimes d'un système qui leur explique qu'acheter des choses toutes faites leur coûtera moins cher, ce qui est parfaitement faux. Donc il y a ce travail-là à faire, et quand on agit sur les enfants, ça aussi c'est une expérience que nous on a faite à l'Institut du goût, cette action sur l'enfant à travers la pédagogie du goût dans les classes, mêlée, c'est l'instituteur qui doit le faire, c'est mêlé au travail de l'instituteur et à toutes les matières, à toutes les disciplines. Eh bien, cela permet de modifier les pratiques alimentaires à la maison. Ça a donc une influence sur l'ensemble de la famille. Et ça recrée en plus du lien entre les générations, parce que le repas, c'est le moment où l'on se parle, c'est le moment où l'on échange. Et à travers cette expérience commune, on vit quelque chose qui permet de parler de tout le reste, qui permet de partager. Donc il y a tout cet enjeu-là qui est derrière. Merci. On voit bien effectivement l'importance de la création du lien social dans ce que vous dites au travers de l'alimentation et en particulier du goût. Madame de la Rochefoucauld, je vais vous permettre de réagir. Je vais juste ajouter une question en plus. Dans les actions que vous mettez en place sur le terrain, est-ce que vous voyez des résultats? Est-ce qu'il y a des effets? Comment est-ce que ça se passe en pratique? Alors, je voudrais déjà revenir sur la pédagogie de l'éducation au goût. À la Neige, on a fait un gros travail de qualification de la pédagogie de l'éducation au goût en situation d'animation. Et le résultat de notre travail nous a amené à schématiser cette éducation au goût au cœur d'un triangle dans lequel les trois sommets sont le mangeur, l'aliment et l'environnement de ce mangeur. Ça veut dire que une action, une animation d'éducation au goût, elle a du sens qu'à partir du moment où on travaille à la fois, on fait découvrir les caractéristiques sensorielles d'un aliment, c'est-à-dire effectivement sa texture, ses arômes, les saveurs, sa couleur, sa forme. On travaille à comment ces caractéristiques sensorielles sont appréciées ou pas par l'enfant. Et effectivement, ça passe par un temps de verbalisation de ces caractéristiques quand il peut le faire, mais avec leurs propres mots. Et ensuite, on va développer donc chez lui une certaine appétence sur ces caractéristiques. Et après, l'idée, c'est qu'il puisse mettre en œuvre, qu'il puisse exercer ces caractéristiques, ces compétences dans un environnement qui lui est proche. Et c'est pour ça que les actions d'éducation au goût réalisées par les membres, elles font en sorte que tout soit cohérent sur tous les temps éducatifs de l'enfant, que ce soit à l'école, que ce soit en périscolaire, que ce soit en restauration collective, que ce soit auprès des parents. Et donc un projet d'éducation au goût, c'est un projet qui mène des actions au sein de l'établissement scolaire, en lien avec les équipes éducatives, avec une implication forte effectivement des enseignants, et quand on est au collège après du cadre administratif, des encadrants administratifs, mais c'est aussi des actions où on cherche à mobiliser les professionnels de la restauration collective, donc de les embarquer avec nous, parce que comme vous le disiez, quand on commence à développer le jugement critique par rapport à un aliment, il n'est pas question de mettre en difficulté les professionnels de la restauration collective par rapport au contenu de l'assiette. Donc il est important aussi d'embarquer ces professionnels avec nous pour questionner aussi le contenu de l'assiette en restauration collective, les amener à avoir des outils pour pouvoir parler, raconter une histoire, valoriser ce contenu de l'assiette pour créer une appétence par rapport au contenu de l'assiette. Et puis c'est aussi tout un travail à faire auprès des familles pour que ce qui se fait dans les établissements scolaires soit pas une boîte noire, et rassurer aussi les familles sur leur capacité
d'éducateurs. Donc c'est donner à voir sur le projet, donner à voir sur les actions qui sont réalisées, communiquer, amener l'enfant à faire des activités à la maison qui questionnent la culture alimentaire familiale, permettre à l'enfant de restituer ce travail-là à l'école, ce qui lui permet de se valoriser dans cette culture familiale, et ce qui permet du coup, les implications derrière, c'est que ça permet aux parents de rentrer dans l'établissement scolaire, parce qu'ils ne sont pas jugés sur la façon dont ils fonctionnent par rapport à leur alimentation. Donc ce qu'on a vu, c'est que ça permet aux parents vraiment de créer des liens avec l'équipe pédagogique. Alors après, les résultats, voilà, les études de recherche le montrent, ça diminue la néophobie alimentaire, c'est-à-dire l'appréhension de l'enfant d'aller vers des aliments nouveaux. Ça permet d'acquérir des mots, mais c'est pas pérenne dans le temps. Il faut vraiment qu'il y ait le relais de la famille pour pouvoir le faire, d'où l'importance effectivement de sensibiliser les familles et de montrer à voir ce qui se passe dans les établissements quand on travaille en éducation au goût. Et puis, voilà, ça n'a pas été évalué, mais en tout cas, on l'observe tous dans nos pratiques. Quand on travaille vraiment sur tous ces temps éducatifs, que ce soit le temps scolaire, le temps périscolaire, le temps de la restauration scolaire, nous, il y a un fait qu'on constate, c'est que ça décloisonne. Ça décloisonne dans un établissement toutes les pratiques professionnelles. Et donc, ça permet de mettre tout le monde en mouvement dans un discours cohérent autour de l'acte alimentaire. Et en posant la sensorialité d'un aliment et la façon dont elle est perçue comme un acte fondateur qui permet effectivement à l'enfant de se mettre en mouvement. Monsieur Brun, puisqu'on parle justement des professionnels, votre regard sur cette démarche nous intéresse. Et puis par ailleurs, on a bien compris, l'éducation au goût, c'est une manière d'apprendre à mieux manger, et bien plus que ça. Est-ce que c'est aussi une manière d'apprendre à cuisiner pour vous? Et est-ce que potentiellement de susciter des vocations? Je pense que déjà un cuisinier, c'est se faire plaisir pour donner du plaisir. Donc autant travailler dans une bonne ambiance et se faire plaisir. Tout goûter et faire goûter aux enfants. Je voulais revenir tout à l'heure par rapport au goût des enfants. Quand je suis arrivé, j'ai voulu changer le boulanger parce que c'était un industriel. J'ai pris un boulanger du village et sans rien dire aux enfants, les enfants, quand ils ont pris le pain, ils sont revenus me dire c'est le boulanger de tel endroit dans Bléré. Donc ils avaient déjà reconnu le goût du pain sans leur en parler. Donc ils ont vraiment un palais neuf et ils se souviennent de tout, quoi. Et puis le lien avec la famille. Un jour, j'ai un maraîcher d'à côté qui m'a dit voilà, j'ai des vitlottes, des pommes de terre vitlottes à passer, j'en ai fait trop, est-ce que tu peux m'en prendre? Donc on a fait 100 kilos de vitlottes, il n'y avait que ça en légumes. On les a juste coupés avec du beurre. Les enfants, quand ils sont arrivés devant, ils ont dit c'est bizarre la couleur. On leur a dit voilà, c'est comme des chips à l'apéro, ou ça a marché un petit peu. Et dès qu'on leur a dit voilà, c'est des pommes de terre qui sont fabriquées, enfin cultivées à Saint-Martin-de-Beau. Oui, j'ai une mamie, j'ai un tonton. Du coup, ça les a rassurés. Et du coup, ils en ont parlé en famille. Le lendemain, ils sont venus, ils ont dit voilà, ben maintenant on va en acheter. Donc voilà, c'est vraiment ce lien-là. Et derrière chaque, comme vous disiez, les pommes. Enfin, il y a un métier, et je sais que les pommes, si je les prends, c'est des belles de Touraine qui sont de Vernoux, bah, ils peuvent après aller chercher des pommes à Vernoux. Voilà. L'idée, c'est vraiment le lien avec les métiers. Et sur la cuisine, vous observez qu'ils peuvent potentiellement aller plus cuisiner? Ils nous demandent comment on a fabriqué les produits, comment on a fait la sauce. Je travaille avec les pêcheurs de Loire, M. Boineau, qui pêche du silure du côté de Chaumont jusqu'à Amboise. Au départ, on a fait 3 kilos de silure avec une sauce au chocolat. Maintenant, on en fait 15 kilos et les enfants disent que c'est bon. Donc, du coup, ils ont des a priori sur un poisson qui n'est pas joli, mais voilà, maintenant, ils le mangent. Comme la langue de bœuf. La langue de bœuf, quand on en fait, 2 kilos en visuel sur la langue, c'est pas terrible, ils n'aiment pas. Du coup, un jour, j'ai fait des nems langue de bœuf et foie gras. Et puis, il y a des nems tête de veau, escargot, mais en nem. Et ils ont tous pris ça en entrée. Voilà, le visuel est important, mais on leur a expliqué ce que c'était. Et à chaque fois, je teste des produits, faire une tarte en dessert amande et céleri rave. Je leur fais goûter, ils reviennent, je dis voilà, est-ce que vous avez aimé, pas aimé? S'ils me disent c'est pas bon, c'est fini. Mais s'ils me disent ouais, c'est super bon, je leur explique la recette et du coup, je le mets au menu pour les prochaines fois, quoi. Voilà. Du coup, je vais me tourner vers vous, monsieur Ramos, pour prolonger ce qui vient d'être dit et puis voilà, un aspect qui était déjà présent dans ce que vous avez commencé à nous dire tout à l'heure. Est-ce que finalement, il faut éduquer au goût pour que les choses aient du goût? Et est-ce que, précisément, les enfants, les parents
peuvent changer les choses, ou est-ce qu'on peut les accompagner pour faire changer les choses auprès des producteurs, des industriels? Oui, parce que évidemment, on le voit bien. Regardez, je donne souvent cette comparaison. Moi, il y a 15 ans, je triais pas beaucoup. Aujourd'hui, il ne me viendrait absolument pas à l'idée de ne pas trier. Et c'est mes enfants qui m'ont fait changer. Et donc, ça veut bien dire que finalement, et comme je vous l'ai dit, j'ai eu pendant 17 ans des journaux pour enfants, pour leur apprendre à bien manger. Et on voit bien comment les enfants y ramènent à la maison, et finalement, donc c'est très très important, oui, d'éduquer. Parce que de toute façon, c'est le consommateur aussi qui devient un consommateur, qui va être acteur des changements. Et donc, le prendre par les petits, par ce qui fait le scellement le sel de la vie. Où est-ce que quand les enfants rentrent de l'école, on parle de ce qu'ils ont fait? À table, souvent. Et donc, je pense on va changer. Je pense que je suis positif parce qu'il y a une vraie volonté. Et donc ça, il faut le faire. Je vois aussi qu'il y a des élus sur les territoires qui, dans les cantines scolaires, j'ai vu dans la salle l'adjoint au 15e arrondissement qui est très mobilisé sur ces sujets-là. Il y a une vraie volonté d'essayer d'accompagner cette idée-là. Et parce qu'il y a cette volonté-là, parce qu'on sent qu'il y a un changement, je pense qu'on peut vraiment y arriver. Mais encore une fois, c'est compliqué. Moi, j'ai écrit à l'ensemble des maires de ma circonscription. Je voudrais que dans les prochaines municipales, tout le monde va vouloir faire des promesses, mais dans le parcours, par exemple, de la maternelle au CM2, on enlève un repas de l'appel d'offres et qu'on ait été dans un restaurant. C'est-à-dire que je voudrais simplement que dans toutes les villes de France, eh bien dans le parcours, dans l'appel d'offres municipal de la restauration scolaire, on ait au moins une fois dans ce parcours-là été dans un restaurant, rencontré un restaurateur. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est sur tous les fronts. Je le dis aussi aux restaurateurs, c'est mon côté un peu provoque, et vous êtes formidables, donc c'est difficile. Faut que vous ayez, nous, il faut qu'on éduque nos gosses, mais il faut que vous aimiez nos enfants aussi. C'est-à-dire que quand on va au restaurant, c'est pas parce qu'ils boivent pas de Ricard et qu'ils boivent pas de vin que vous devez les détester. Parce que McDo, il les adore. Et donc, ne vous étonnez pas, restaurateurs non plus, que si vous n'aimez pas nos gosses, nos gosses ne vous aimeront pas plus tard. Et donc, c'est bien sur tous les bouts de la chaîne qu'il va falloir se battre pour donner envie à nos enfants, je dirais, de retrouver ce goût très particulier qui est, comme le disait Natacha Polony, la richesse de sa liberté. Et on doit, sur quelque chose qui est essentiel, ne pas se faire confisquer. Et donc c'est bien pour les petits, cette liberté essentielle. Parce que si le goût si manger c'était que des calories, il y a bien longtemps qu'on aurait pris une petite pilule le matin, l'après-midi, le soir, et on aurait tout réglé. Quand il pousse quelque chose dans le sol, c'est pas des calories qui poussent, c'est une civilisation. Et donc quand on voyage un peu, on voit bien qu'il y a quelque chose de particulier, c'est une géographie. Quand on va manger des choses dans l'alpage, ça n'a pas le même goût qu'en plaine. Quand les tours de main pour faire des fromages ne sont pas les mêmes. Regardez comment ici à Tours, on fait une rillette, et puis on va faire une rillette, et puis on va mettre de l'omelette dedans pour faire l'omelette tourangelle. Eh bien, on ne le retrouvera pas ailleurs. Ici, vous avez les rillons, on a les rillons dans le Val-de-Loire, on va en Auvergne, ils ne font pas de rillons, ils font de la poitrine roulée. Et donc, c'est aussi que manger, ça raconte notre territoire, ça raconte notre morceau de France. Et donc, c'est tout ça. Et le goût, finalement, derrière la première sensation qui est le goût, il y a tout le reste. Et comme le disait Natacha Polony, je retiendrai ce que vous avez dit, Madame Polony, parce que c'est le produit qui raconte l'histoire aux enfants, et pas à nous de raconter l'histoire aux enfants finalement. Et donc derrière le produit, il y a tellement de choses que ce produit peut nous dire. Et donc facilitons et donnons la parole finalement au produit. Monsieur Brun, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais dire, vous parliez des produits de la région. Aujourd'hui, dans mon collège, on les a préparés hier, il y a du rayon maison, mais il y a du pâté de Coine qu'on ne trouve plus dans les charcuteries. Donc il y a du pâté de Coine juste pour les faire découvrir, voilà, mais qu'on a fait sur place. Voilà. Alors, premier point, rien que pour le pâté de Coine, vous méritez une canonisation. Première chose. Deuxième chose, pour prolonger ce que disait M. Ramos, la question de l'uniformisation du goût.
est quelque chose d'absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que le principe de notre système consumériste, c'est l'extension d'un marché universel qui, évidemment, est beaucoup plus facile à gérer quand tout est uniforme. Or, l'humanité est faite de diversité. Et Montesquieu avait même construit une théorie, la théorie des climats, c'est-à-dire le fait que l'être humain est influencé par tout ce qui l'entoure, la géologie, la lumière, l'air, qui va lui inspirer une certaine façon d'être au monde. Et le terroir, c'est ça. Le terroir, c'est de comprendre où l'on est. Et justement, l'éducation au goût, c'est une façon de permettre à chaque enfant et chaque futur citoyen de comprendre où il est, de comprendre la géologie, de comprendre l'ensemble des végétaux qui l'entourent, pourquoi les choses sont comme ça et pourquoi ça a forgé une civilisation qui est celle-ci et pas une autre. Et en cela, l'éducation au goût, c'est le plus grand facteur d'intégration qui soit. N'importe quel être humain, d'où qu'il vienne, peut s'intégrer dans une société s'il comprend où il est. Et donc s'il comprend, tout simplement, la géographie qui l'entoure et comment cette géographie a forgé une alimentation, une culture, une civilisation. Donc, faire comprendre à des enfants, leur faire goûter les produits de l'endroit, leur apprendre ce que c'est qu'aujourd'hui ça porte des noms un peu plus techniques, locavore, consommer local pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, mais c'est avant tout une question d'intégration et de construction d'une société apaisée et heureuse. Parce que c'est la meilleure manière de faire en sorte, en effet, que tout être humain se sente chez lui, là où il est. Et je pense que cet enjeu-là aussi doit être mis en place. Et l'éducation au goût, elle est encore plus indispensable auprès d'enfants qui, justement, peuvent se sentir déracinés. Parce qu'elle va leur permettre à la fois de comprendre l'histoire de leur propre famille, la mémoire du lieu d'où viennent leurs parents, à travers les cultures alimentaires qu'on va valoriser bien sûr, mais aussi de comprendre où ils sont et ensuite de marier les deux. Et c'est cela la véritable intégration. Oui, juste pour venir illustrer là ce qui vient de se dire, à l'Association nationale pour l'éducation au goût des jeunes, sur une demande en fait du Conseil départemental du Val d'Oise, on a été amené à travailler un dispositif d'éducation au goût qui avait pour objectif de faire connaître les produits, enfin les aliments qui faisaient la spécificité de l'Île-de-France. Et c'est un dispositif qui s'adressait à des collégiens et avec ensuite derrière tout un questionnement qui était construit pour les amener à réfléchir sur d'où vient ce que je mange, en quoi c'est une spécificité du lieu où j'habite, en quoi il est différent par rapport à d'autres aliments identiques qui sont produits ailleurs. Et le travail à ce moment-là de l'enseignant qui s'approprie ce dispositif, c'est de proposer des expériences sensorielles comparatives entre, par exemple, une pomme de ce territoire avec une pomme d'un autre territoire, de faire verbaliser ces caractéristiques sensorielles et sur cette verbalisation d'apporter de la connaissance qui va permettre aux jeunes de se questionner et d'être vraiment dans une démarche exploratoire en lien avec toutes les questions d'alimentation durable, c'est-à-dire comment c'est produit, l'économie associée, etc., etc. Et c'est pour venir illustrer aussi l'importance de la sensorialité et de la sensorialité de l'aliment et la façon dont elle est perçue pour mieux comprendre un territoire lié à ses modes de production, lié à la façon dont on va le cuisiner, le transformer, lié à la façon dont on va le consommer et comment on le consomme avec les autres. Sur la partie, ce que disait Natacha Polony, sur la partie connaître son territoire à travers l'alimentation, rien à rajouter. Vous avez ouvert une petite porte, Madame Polony, sur ce n'est pas simplement être des Gaulois qui restent sur un territoire. Vous avez ouvert la porte de ce que mange l'autre, c'est-à-dire la connaissance de l'autre
à travers le goût de l'autre. Il y a 6 mois, j'ai créé une association qui s'appelle Gastronomique Méditerranée. On est en train de créer des écoles de cuisine dans tous les pays de la Méditerranée pour les femmes. Et donc on a commencé, face un peu difficile, Naplouse en Palestine, et Essaouira au Maroc, Alger. Et donc on voit bien qu'à travers le goût, à travers les échanges, puisque ce sont notamment nos écoles hôtelières qui ont des partenariats avec les écoles hôtelières là-bas, et l'UMI, l'association des restaurateurs, va recevoir, on s'est arrangé pour ces femmes aient des visas, pour qu'elles puissent recevoir, chaque femme qui sera dans ces écoles-là, puisse recevoir, je dirais, être reçue 3 mois dans un restaurant français. Par contre, l'obligation, c'est qu'un des salariés français devra lui aussi aller de l'autre côté pour pouvoir parler. Et je pense que l'échange entre des citoyens libres qui parleraient du goût, dans des périodes qui vont être très perturbées sur l'échange des cultures, je crois, moi, à la gastronomie comme échange culturel, et j'ai envie de dire la diplomatie de la gastronomie. Parce que on s'aperçoit qu'on peut s'engueuler à table en famille, parce que c'est comme ça, c'est bientôt Noël, on va s'engueuler, on va pas être d'accord, on va faire la politique, la religion, etc. Mais quand arrive un bon plat, ça calme les ardeurs. Et donc je pense aussi, moi, que l'échange avec l'autre sur son goût qui est différent du mien, parce que dans tel territoire du coin du monde, on mangerait plus amer que chez moi, eh bien, ça c'est très important, et que manger, c'est pas anodin, c'est ce qui peut faire maintenant. Ne laissons pas encore une fois les autres nous confisquer cette chose particulière qui unit les hommes et les femmes au-delà de son territoire. Parce que si aujourd'hui on a des difficultés avec une forme d'intégration, c'est parce qu'on n'est pas fort sur nos bases. Quand un pays est fort sur ses bases, il est capable d'intégrer. La cuisine française, quand elle était forte sur ses bases, elle a été capable d'intégrer sans passeport, sans visa, des produits pour la rendre meilleure. Quand elle est affaiblie, elle n'est plus en capacité de s'ouvrir à l'autre et à l'ingrédient qui vient d'ailleurs. Et donc, je pense vraiment que ce n'est pas contradictoire, ce que disait vraiment Natacha Polony, la connaissance de son territoire, mais ce n'est pas être des Gaulois réfractaires, c'est justement être fort sur ses bases pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Alors, puisqu'on parle d'échange et que c'est une dimension chère, rencontre François Rabelais, je vous propose d'ouvrir la discussion avec la salle et de prendre vos questions. Bien, bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Mingui, je suis donc l'élu du 15e cité par Monsieur Ramos, ça tombe bien. Quelques commentaires en particulier par rapport à ce que vous avez dit, Madame Polony. Le 15e arrondissement, alors Paris n'est pas le centre de la France, hein, je préfère vous le dire. Nous sommes donc le 15e arrondissement, c'est 250 000 habitants. Et nos cantines servent chaque jour 13 000 repas pour les enfants. Et sur un modèle que nous avons défendu toujours, c'est-à-dire que les repas sont préparés sur place à partir de produits livrés chaque matin. Alors on n'a pas de cuisine centrale au sens de ce qui se passe à Tours par exemple, mais c'est vrai qu'il y a 5-6 ans quand j'ai pris mes fonctions, franchement la cantine personne n'en parlait, c'était pas un sujet. En gros c'était la cantoche quoi, donc si vous mangiez pas chez vous, vous mangiez à la cantoche. Et puis petit à petit, l'alimentation et le goût se sont développés de façon exponentielle et aujourd'hui, il n'y a pas une journée dans l'actualité où vous n'avez pas un article ou un sujet sur l'alimentation et le goût. Et donc, il a fallu que ce service public de la restauration scolaire suive. Et on a toujours défendu avec le maire Philippe Goujon cette idée qu'il faut que ce soit produit sur place. Alors, évidemment, nous, compte tenu de notre taille, on est limité par notamment les questions de commande publique. On doit tout faire par des marchés publics. C'est extrêmement frustrant parce qu'on ne peut pas faire 5 km et acheter les produits comme vous expliquiez, monsieur. Mais on s'est assez vite rendu compte que nourrir ne suffisait pas. Si vous ne développez pas l'éducation autour, pour les enfants, certes, mais aussi pour les personnels, parce qu'il faut penser à ces cantiniers, ces cantinières, ces employés de restauration scolaire. Quand la plupart d'entre nous, on dort encore le matin, ils sont déjà dans les cuisines, en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans le 15e. Les chefs arrivent à 6h, 6h30 le matin, donc vous imaginez depuis quand elles sont levées. Et ils sont vecteurs aussi d'information et d'éducation au goût. Donc il faut associer les personnels. Et il faut associer les familles. Et on s'est rendu compte qu'en développant l'éducation au goût pour les enfants qui sont les vrais vecteurs de ces formations, ce sont eux-mêmes des éducateurs au goût, alors on pouvait créer cet écosystème vertueux
où eh bien, les enfants savaient mieux et plus ce qu'ils mangeaient, donc manger plus, ça aide aussi contre le gaspillage, mais aussi ramener des informations chez eux. Vous avez évidemment des familles CSP+, qui n'ont aucun problème pour s'acheter de l'alimentation de grande qualité, mais qui n'ont pas ce rapport au temps et au repas qui est facilité. Et puis vous avez des familles, souvent de catégorie sociale très, très difficile. On parlait de la précarité, et je rappelle que le budget de l'aide alimentaire est menacé de moitié cette année, et qui n'ont pas accès. Et j'ai des enfants, souvent c'est le seul repas équilibré de la journée, voire le seul repas. Et donc il faut réaliser la synthèse de tout ça. Alors on développe des actions pour associer justement les familles. Les parents peuvent visiter nos cuisines, peuvent manger avec les enfants. On édite souvent on a fait un livre de recettes pour enfants, par exemple. Et depuis la rentrée, quand les enfants du 15e rentrent dans leur école, il y a un panier de fruits et de légumes qui les attend, qui les accueille le matin. Pour que les enfants aient conscience que ce qu'ils voient le matin quand ils arrivent, les fruits et les légumes, une matinée après, ce qu'ils mangent, c'est ce qui a été préparé, et c'est préparé sur place. Et donc il y a une histoire, vous le disiez, il y a une histoire à raconter. Et ça permet aussi de développer d'autres projets. On va amener les enfants sur les marchés pour rencontrer les vendeurs, les fromagers, les fruitiers, les légumiers qui savent d'où viennent les produits. Il faut développer l'immersion aussi. Et un des projets qu'on veut développer, ce sont les classes vertes d'alimentation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun nageur olympique qui peut venir dans une classe et apprendre aux enfants à nager. Pour apprendre à nager, il faut aller dans l'eau. Et ben, pourquoi ce serait différent avec l'alimentation et le goût? On fait bien du sport à l'école, on devrait faire plus d'alimentation et de goût à l'école. Et donc on va essayer de mettre en place, peut-être ça existe déjà, mais de mettre en place des classes vertes d'alimentation, où pendant une semaine, les enfants eh bien, seraient beaucoup plus en contact avec ces métiers du goût et de l'alimentation. Le dernier problème qu'on a, et c'est tout ce que vous disiez, c'est qu'une fois que vous remontez au niveau des pouvoirs publics, à Paris, il y a 3 collectivités publiques qui gèrent les cantines, qui gèrent le temps méridien. L'alimentation au niveau de l'État, c'est 5 ministères. Comment vous voulez qu'il y ait des politiques intégrées au niveau local et au niveau national si à un moment vous ne développez pas un message fédérateur par rapport à tout ça, qui englobe tout ça? Et c'est la raison pour laquelle, et je terminerai là-dessus, on développe le projet depuis septembre, qu'en 2020, l'alimentation soit déclarée grande cause nationale. Parce que c'est fédérateur, parce que c'est populaire, parce que ça touche aussi bien la gastronomie que le goût, que la grande précarité. Les Restos du Cœur lancent leur 35e campagne mardi prochain. Mais vous voyez que manger, bouger, manger 5 fruits et légumes, ce sont des messages importants, mais qui sont plutôt vexatoires. C'est-à-dire que si vous ne les suivez pas, vous allez mourir demain, en gros. Mais surtout, ce sont des messages qui ne passent plus. Donc il faut réinventer un nouveau message sur l'alimentation et le goût. Et c'est la raison pour laquelle il y a d'autres projets, comme celui de déclarer l'alimentation grande cause nationale. Voilà. Merci, on va peut-être prendre plusieurs questions, réactions, et puis on réagira ensuite. Bonjour, Sophie Niclos, moi je suis directrice de recherche à l'INRA, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Et donc j'ai été vraiment très intéressée par tout ce qui a été partagé dans la table ronde ce matin. Je suis assez d'accord sur le fait que l'approche capitalistique appliquée à l'alimentation n'a pas de sens. L'estomac n'a pas une taille illimitée, la taille de l'estomac est finie, et effectivement, on ne peut pas le remplir à l'infini. Et donc les stratégies industrielles, par exemple, qui consistent à augmenter de manière illimitée la taille des portions, n'a aucun sens. Donc on peut essayer de manger mieux, effectivement, en travaillant sur la qualité de l'alimentation, et c'est effectivement de ce dont il est question aujourd'hui. Un autre point dont je voulais parler, qui n'a pas été tellement évoqué dans votre table ronde, c'est l'importance de la petite enfance dans la construction du goût. On a entendu parler de beaucoup d'initiatives qui visent des élèves au primaire, des collégiens. Or, et vous l'avez bien dit, Madame Polony, le goût se développe comme le langage, avec cette coévolution à la fois du répertoire sensoriel et du répertoire langagier. Et ça se fait dès les premières expositions alimentaires. Donc, Madame Larochio, vous l'avez dit, dans le ventre de la mère, au sein, mais aussi lors des premières étapes de la diversification. Et à cet âge-là, l'enfant n'est pas néophobe. L'enfant est ouvert, il y a une fenêtre d'opportunité jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près, où l'enfant peut apprendre. Et pour beaucoup de parents, ils se disent, bon, non, c'est pas grave, on verra plus tard, les légumes, bien manger, bon, on verra. C'est pas important pour l'instant. Si c'est important, c'est la fenêtre au cours de laquelle on peut intervenir
pour apporter des éléments de connaissance sensorielle à l'enfant qui ne vont pas nécessairement passer par le langage ou par quelque chose de cognitif, mais qui vont former la base du répertoire sur laquelle ensuite d'autres choses pourront se construire. Donc je pense que c'est important. Vous le savez peut-être, l'ANSES a émis au mois de juin des nouvelles recommandations pour l'alimentation des enfants de 0 à 3 ans. Et dans ces recommandations, on a intégré des éléments sur la construction du plaisir, le développement du comportement, pour essayer justement d'aider les parents à savoir comment bien nourrir un enfant, au-delà de qu'est-ce qu'il faut leur donner pour respecter effectivement les protéines, les glucides, etc. Donc, un autre problème, je pense, vous avez parlé de l'aliénation au système, qui nous concerne tous, c'est l'aliénation au travail, et donc on est dans une situation où on a peu de temps disponible pour bien faire manger nos enfants, et le recours à l'alimentation industrielle, parfois, peut s'imposer ou est difficile à éviter. Et donc, moi, ce que j'ai entendu ce matin, c'est plutôt une opposition entre l'alimentation de terroir local, de bonne qualité, et puis l'alimentation industrielle. Bon, je la comprends, évidemment. Ça ne fait aucun doute. Est-ce qu'on peut se dépasser ce clivage, essayer de comprendre aussi comment on peut aider les industriels à améliorer leurs pratiques? Alors, j'ai bien compris que c'était très difficile. Votre exemple avec Lactalis, monsieur le député, était tout à fait éclairant, en fait. Mais il y a peut-être une façon d'ouvrir un dialogue qui puisse... alors, je regrette qu'effectivement, dans les états généraux de l'alimentation, ça n'ait pas été plus poussé autour de cette question de goût et de qualité. Mais il me semble qu'on n'arrivera pas non plus à progresser si on n'arrive pas à aller au-delà de cette distinction. Et voilà, le dernier point que je voulais faire, c'est un peu de teasing, mais la semaine prochaine, j'ai une collègue de l'INRA qui organise un colloque qui s'appelle Reterritorialisation de l'alimentation, donc qui concerne un peu ce qui nous occupe aujourd'hui, qui aura lieu le 28 novembre. Bon, malheureusement, les inscriptions sont closes parce qu'il a eu énormément de succès. Mais il y a un numéro spécial de la revue Village qui a été édité à l'occasion de ce colloque, et donc vous pourrez avoir accès aux éléments qui seront échangés. Voilà. Merci. On prend peut-être encore une. Est-ce qu'on prend encore une réaction, et puis je laisserai les intervenants réagir. Juste moi aussi de mon côté faire un peu de teasing en disant qu'effectivement on n'a pas parlé de la petite enfance dans le cadre de cette table ronde, mais là encore il y a des ateliers qui y sont consacrés, et notamment on pourra entendre Madame Richard cet après-midi qui est assistante maternelle et qui nous expliquera comment elle met en place l'éducation au goût auprès des très jeunes enfants. Encore une réaction? Oui. Oui, une réaction. Claude Masson, retraité, ancien prof à l'agroalimentaire à Rennes, Agrocampus, où j'avais mis en place en 90 la première école d'ingénieur en nutrition à la demande du directeur scientifique de Danone. Donc j'arrête là. Mais ceci dit, j'ai plein de petites questions à poser, mais globalement, je suis complètement d'accord avec cette notion d'approche du goût. De recentrer cet aspect-là comme quelque chose qui va permettre une libération, je veux dire, du mangeur dans la société dans laquelle elle est contrainte en ce moment. Et la semaine dernière, j'étais à écouter mon ami Olivier Rollinger, le grand chef, qui en ce moment fait une petite propagande pour faire sa révolution silencieuse. Donc je suis tout... Délicieuse, oui, non, mais silence. Oui, mais je lui dis délicieuse et je dis en même temps silencieuse, quoi, qui fait beaucoup de tapage et qui fait presque sa révolution aussi. Mais ceci dit, une petite remarque qui n'est pas le lieu ici, parce que la semaine dernière j'ai participé aussi aux réunions ici, c'est qu'effectivement on a parlé d'alimentation, etc., mais on a oublié un petit peu de prononcer le mot nutrition. Donc la semaine dernière, c'était plus le jeu de faire la différence entre l'alimentation et la nutrition. Mais ça, c'est quand même aussi important, parce qu'il faut aussi se nourrir mieux, avec le choix des aliments. D'accord ? Bon, ça, c'était ma première remarque gentille. Mais j'en ai bien d'autres sur l'histoire du goût, mais j'en vais en faire une, à savoir que dans les écoles, il faut effectivement qu'il y ait des formateurs. Des formateurs, je regrette que M. Blanquer ne soit pas parmi nous là, parce que j'aurais soufflé, pour lui dire que dès le départ, c'est important, mais avec le recrutement des maîtres et la formation des maîtres que l'on a, je ne les vois pas leur faire découvrir ça. Moi, je peux dire que j'avais des parents instituteurs, autrefois c'était comme ça, mais on était dans le territoire, on connaissait le milieu rural, et ils connaissaient ce qu'étaient tous ces produits de départ. Et au niveau de l'école, ça devient autre chose. Parce qu'effectivement, là, je rejoins tout ce qui est dit pour dire que l'individu se construit, etc., avec tout ce développement d'essence et autres. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, mais c'est déterminant. Donc là,
Si je le vois cet après-midi, parce que je l'avais déjà rencontré comme directeur de grande école, je lui dirais, c'est la formation des maîtres dans cette histoire-là. Quand je parle de maîtres qui parlent d'éducation, attention, quoi. Quand on recrute des gens qui ont à peine le bac pour certains, ou un petit peu, mais comment voulez-vous qu'ils parlent de quelque chose? Et ça, c'est déterminant. Sachant qu'avec l'urbanisation, on a des familles, cet après-midi, je suis dans la 7, hein, évidemment, vous imaginez pourquoi. Mais quand on parle dans les familles, avec l'urbanisation, comment voulez-vous que ces gens, dans cette urbanisation, puissent, j'allais dire, participer en famille, d'une part, parce que la famille, à ce moment, les repas ne sont même plus un lieu d'échange. Hein, alors je retrouverai monsieur, je ne sais plus quel sociologue, qui disait qu'effectivement, ça c'est une partie importante aussi dans cet aspect-là. Donc par conséquent, je participerai à la 7 de cet après-midi, mais j'arrête là parce que j'aurai trop de commentaires à faire. Merci. Merci beaucoup. Donc je propose aux uns et aux autres de réagir. Alors, toutes les remarques qui ont été faites sont absolument essentielles. Je vais commencer par la dernière peut-être, et puis je prendrai dans l'ordre. Mais en effet, la formation des maîtres est absolument essentielle. C'est pour ça que quand Jacques Puiset a créé les classes du goût en 1975, c'était des formations à destination des instituteurs, parce qu'il est absolument nécessaire que ce soit l'instituteur, enfin le professeur des écoles maintenant, qui intègre le goût à l'ensemble de sa pédagogie et qui est en tête en permanence que parmi les apprentissages qu'il met en place, la question du goût, le développement du goût et du langage, les deux vont ensemble, puissent se développer. C'est d'ailleurs une des raisons, enfin, j'en ai moi-même déjà parlé à Jean-Michel Blanquer, et je partage totalement son idée que sur la formation des maîtres, la question de l'apprentissage, de la lecture, du calcul sont absolument essentielles, et que les méthodes sont entièrement à refonder, mais j'y ajoute la question du goût, et je pense que, évidemment, les priorités aujourd'hui sont nombreuses, mais il ne faut pas négliger cette dimension-là. Et il y a ici dans la salle la vice-présidente de l'Institut du goût au Japon, et la façon dont les Japonais conçoivent dans les classes l'apprentissage du goût est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et en intégrant l'ensemble des problématiques de gestion d'une maison, d'hygiène, et même de respect de soi-même à travers la façon dont on cuisine, dont on s'occupe des autres. Et il y a là des expériences vraiment très intéressantes sur lesquelles la France devrait se pencher. Et je pense que dans une grande cause nationale de l'alimentation, même si je pense que le goût surplombe cela justement parce que c'est à la fois, enfin la notion de goût, j'espère que nous l'avons montré et que toute la journée le montrera, justement permet de repenser l'alimentation d'une façon qui soit beaucoup plus centré sur l'individu lui-même et sur sa liberté. Mais dans une grande cause nationale de l'alimentation, cette question de la formation des maîtres et la façon dont peut-être on peut s'inspirer d'autres modèles me semble essentielle. Alors évidemment, Madame disait, la petite enfance. On a assez peu parlé de la petite enfance, tout simplement parce que ça nécessite de faire entrer en jeu beaucoup d'acteurs. Et je crois qu'en effet, il ne faut pas nous avons montré ici l'importance de l'éducation nationale, mais il ne faut pas se limiter à cela. Je pense qu'il faut développer aussi la formation des autres acteurs que sont les médecins, que sont l'aide sociale à l'enfance. Et c'est là que toutes ces problématiques doivent être mises en avant pour essayer d'aider les familles, de les orienter, dans la mesure où en effet le goût se développe dès le plus jeune âge. C'est une façon, enfin il faut absolument dès le début permettre que l'enfant puisse découvrir au maximum, et cela doit se faire, mais cela doit se faire non pas par un discours normatif, et c'est bien le problème. Il ne s'agit pas de dicter aux familles ce qu'elles doivent faire pour leur enfant. J'y insiste, la démarche doit être celle de la reconstruction d'une autonomie. Et c'est par la découverte expérimentale que l'on peut réellement reprendre en main son alimentation. Parce que trop souvent, et c'est tout le problème du discours sur la nutrition, il se fait de la part d'un expert qui vient expliquer pourquoi c'est bien. Mais ça n'est pas comme ça qu'on va changer les choses, dans la mesure où, en induisant cela, en fait, en tenant ce discours, on induit une contradiction
chez l'individu entre ce qu'il devrait manger parce que c'est bien, parce qu'on lui a dit que c'était bien, et le principe de plaisir. Donc ce qu'il faut reconstruire, c'est le plaisir lui-même. C'est-à-dire passer d'un plaisir qui est un plaisir immédiat, avoir son shoot de gras et de sucre parce que ça provoque des sensations fortes tout de suite, passer de cela à un plaisir beaucoup plus profond, intense et de long terme, qui est celui de la compréhension de l'ensemble des sensations qui s'agitent en nous quand nous croquons dans une pomme ou quand nous mangeons un morceau de pain. Ce qui n'est pas du tout la même chose et ce qui finalement est beaucoup plus durable. C'est-à-dire on va remplacer ce plaisir immédiat qui est celui de la sécrétion de dopamine par une sécrétion de sérotonine due à l'ensemble de l'expérience que constitue le goût. Enfin, dernier point, comment on articule ça avec l'agro-industrie? Et en effet, c'est quelque chose d'essentiel. Les agro-industriels, on ne fera pas sans eux. Certainement pas. Il ne s'agit pas de dire que tout est ignoble dans l'agro-industrie. Il y en a certes qui auraient beaucoup de chemin à parcourir et dont on doute qu'ils aient envie de le parcourir, mais il y en a d'autres qui sont en train, et c'est absolument majeur, de comprendre que c'est leur intérêt. C'est-à-dire que le discours des industriels de l'alimentation aujourd'hui est en train de changer parce qu'ils ont compris que les consommateurs étaient en train de changer. Et surtout, ils sont en train de comprendre, et c'est là où il faut les aider, que jusqu'à présent, ils étaient dans l'idée de l'association du goût, d'un goût construit avec une marque. Et en effet, de ce principe d'uniformisation dont vous parliez. Or, c'est bien là, on disait, la négation du principe de terroir. Mais ils sont en train de comprendre que ce goût que eux dictent aux consommateurs entre en contradiction avec les aspirations d'un consommateur qui veut chercher cette histoire, cette géographie, qui veut comprendre d'où cela vient, qui veut savoir et qui donc va développer sa propre appétence, son propre goût. Donc, il y a un travail à mener avec eux pour que leur vision du goût ne soit pas simplement fondée sur l'idée qu'on va vendre un goût spécifique qui va créer une addiction, mais que l'on va s'adresser à des citoyens adultes en leur expliquant comment le produit a été construit. Mais il y a aujourd'hui des démarches qui sont faites de la part des industriels et je pense que rien ne serait pire qu'une guerre et qu'une stigmatisation. Juste pour ajouter là-dessus, à l'Assemblée nationale, je co-préside le groupe d'études des industries agroalimentaires. Nous sommes 200 députés. On croyait que j'allais aller au Club de la Truffe, j'y suis aussi, mais je suis allé là. Et donc on a tous les industriels. Hier et avant-hier, l'Open Agri-Food, pendant 2 jours, j'ai fait 2 jours pleins avec les industriels et avec les leaders de la grande distribution. Il y avait Richard Girardot, le patron de l'ANIA. Et effectivement, il ne faut pas opposer. Là où par contre certains ne jouent pas le jeu, il faut le mettre en avant et leur dire vous ne jouez pas le jeu. Et comme on l'a dit, c'est parce qu'ils comprennent que le consommateur est en train, le consommateur citoyen, le consommateur acteur, comme quoi la carte bleue est plus forte que le bulletin de vote, dans son acte d'achat quotidien, ils vont être obligés de changer. Ça, ils l'ont compris, ils l'ont intégré. Et il faudra qu'on travaille là-dessus, il faudra aussi qu'on travaille dans les écoles hôtelières en France sur la cuisine de rue. Il ne faut pas laisser la cuisine de rue à la malbouffe. Il faut faire dans les cours des cuisiniers de la cuisine de rue rapide, pas chère, mais qui a du goût. Et il n'y a aucune école hôtelière aujourd'hui qui le fait. L'école Ferrandi, avec qui je travaille, va ouvrir un peu cette voie-là. Et on devra faire avec les industriels, parce que, voilà. Et puis on fera aussi avec la grande distribution. Je ne suis pas fan, ça serait facile. Moi aussi, je préfère évidemment aller, mais ils sont là, ils ont des mètres carrés qui vont être vides. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses s'achètent sur Internet. Ils sont aussi en train de faire leur révolution. Intermarché est en train de faire des cuisines au milieu de leur supermarché de demain et avec des produits qui seront des produits locaux. Et puis, je leur dis, moi, aux industriels, il faut arriver dans l'alimentation à ce que l'automobile a réussi à faire. C'est-à-dire que l'industriel, lui, quand il va faire une chaîne de pâtes, il va mettre, je ne sais pas, 7-8 millions sur la table. Eh bien, il faudra aujourd'hui, comme une automobile, c'est une grosse chaîne, mais regardez, on choisit le toit de telle couleur, l'option de telle couleur, etc. Eh bien, quand demain je ferai des raviolis, parce que demain le numérique va arriver aussi, on n'en a pas parlé pour le goût, et comment le numérique, comment des gens comme Amazon, Alibaba peuvent être un danger pour le goût, eh bien, je choisirai demain
peut-être, et je serai livré dans 2 heures, que je veux des raviolis dont le blé a été produit à tel endroit, je veux plutôt ce fromage-là plutôt que celui-là. Et donc finalement, je vais avoir une grosse chaîne, mais qui va me faire du sur-mesure. Et c'est là-dessus qu'on peut accompagner nos industriels. Merci, Madame de la Rochefoucauld. Alors, je vais essayer de réagir sur tous les points. Vous m'en excusez si j'en ai oublié quelques-uns. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'éducation au goût au centre de ce triangle, l'aliment, le mangeur et son environnement. Concernant l'alimentation des tout-petits, on a quelques structures à la Neige qui sont spécialisées dans ce domaine et qui, quand ils interviennent avec des outils dédiés pour les tout-petits, cherchent à mettre l'aliment, donc le panier de légumes avec tous ces tout-petits autour, où on va passer du temps à les sentir, à les manipuler, toujours dans un objectif d'exercer ses sens, toujours dans un objectif de créer toutes ces expériences antérieures mobilisables ensuite par la suite. Et puis toujours dans ce triangle, vous vous souvenez, voilà, il faut aussi travailler tout son environnement de prise alimentaire. Donc ce travail avec, en objectif de l'alimentation des tout-petits va se faire aussi avec tous les professionnels. Et effectivement, ils sont nombreux dans la petite enfance, mais ils sont aussi nombreux aux autres âges de la vie. Et donc, on va embarquer les agents de restauration, on va embarquer les assistantes puéricultrices. Et moi, il y a un élément qui m'a marqué lors d'une formation que j'ai faite auprès de professionnels de la petite enfance. C'est une directrice de crèche qui me disait qu'ils venaient de transformer leur cuisine. La cuisine avait été déléguée par le biais d'un marché. Et en fait, ils s'étaient aperçus de l'effet immédiat qui consistait à, le matin, quand les parents arrivaient, en fait, il y avait l'odeur des aliments qui étaient en train d'être cuisinés pour le repas des tout-petits le midi. Et les parents, du coup, s'arrêtaient. Et à partir du moment où il n'y a plus de cuisine sur place, les parents ne faisaient que déposer les enfants et hop, ils repartaient. Et donc, ils ont repensé justement à mettre cette sensorialité au cœur de leur pratique pour faire en sorte que ce décloisonnement de tous les éducateurs dont je parlais tout à l'heure, y compris les parents, soit possible et que de nouveau, il y ait l'information, la communication qui circule au service des tout-petits. Et dans ces actions des tout-petits, les parents sont impliqués, c'est-à-dire que quand il y a des ateliers où on est amené à toucher l'aliment, à le découvrir, à le transformer devant lui, les parents aussi sont là pour observer l'enfant et voir tout ce qu'il est capable de faire. Le lien avec la formation des enseignants, bien évidemment, ce sont des acteurs essentiels, mais ne pas oublier tous les autres acteurs. Un enfant, il passe un tiers de son temps en milieu scolaire, il en a 2 autres tiers en milieu hors scolaire. Ça veut dire que la formation des animateurs sont nécessaires, la formation des agents de restauration, cuisiniers sont nécessaires, la formation entre guillemets des parents, mais pour moi la formation des parents, elle passe plus sur donner à voir ce qui se fait dans les actions d'éducation au goût et valoriser aussi ce qu'ils font déjà, même s'ils le font avec des produits industriels, parce que on est nombreux et je suis parent moi-même, on met le pilote automatique parfois quand on est obligé de faire le repas 3 fois par jour, mais voilà, c'est important aussi de les impliquer et de valoriser ce qu'ils font déjà. Par rapport à la place de l'alimentation industrielle, moi, en tout cas, alors à la Neige, on n'a pas eu encore toutes ces discussions, mais on va y arriver, justement parce que voilà, on trouve que c'est intéressant aussi de s'adresser à des fondations d'entreprises aussi pour pouvoir mobiliser des financements de nos actions, c'est clair. En tout cas, moi, ce qui m'anime quand je fais de l'éducation au goût, c'est d'aller chercher la pratique alimentaire de l'enfant
là où elle est, c'est-à-dire auprès de sa famille. Ça veut dire que mon activité tout au long, en général c'est des processus qui se déroulent sur une année complète, mon activité tout au long, ça va être de partir de ce qu'il fait déjà. Et si ça doit passer par des aliments industriels sur lesquels moi je vais rapporter d'autres aliments peut-être plus bruts pour apportant des caractéristiques sensorielles différentes, eh ben je passerai par ça. Et petit à petit, mon travail consistera à les amener vers d'autres aliments, peut-être plus transformés, plus transformés en famille par le biais de la cuisine et moins industriels. Je voulais vous dire par rapport aux industriels, il ne faut pas opposer l'industriel et les agents du territoire, parce que des fois il peut y avoir un industriel qui fait du sourcing et qui vend des produits avec les acteurs locaux, et des fois il y a des locaux qui font des fois des produits qui ne sont pas terribles. Donc quand on va voir le produit avec qui on veut travailler, le producteur ou l'éleveur, il faut vraiment aller voir ce qu'ils font. Après, il y a du lien et au moins on voit le produit, comment on veut le travailler. Et dans l'éveil du goût, ce qui est important aussi, pour ma part au collège, c'est aussi l'accueil. Parce qu'on a beau faire le plat le meilleur du monde qui est super bon, si l'accueil n'est pas terrible et si le moment où il le mange, il y a une ambiance qui n'est pas terrible, tout est fichu. Donc je pense que l'accueil et le moment où l'ambiance, c'est super important. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti. On sent bien la passion, l'engagement qui nous anime tous les quatre sur ce sujet-là. Il me reste à vous remercier. Je pense qu'on a posé un certain nombre d'enjeux, de questions sur lesquels on va discuter pendant ces 2 jours. Merci à tous les quatre.